L'indicateur 9 s'intitule Le prestataire démontre qu'il informe et met en œuvre les conditions de déroulement de la prestation et les droits et devoirs des bénéficiaires. Cet indicateur est commun, et c'est important de le souligner. Cela veut dire qu'il s'applique à toutes les catégories, sans exception. Actions de formation, bilan de compétences, VAE et CFA. Tout le monde est concerné. L'auditeur vérifiera cet indicateur quelle que soit la prestation échantillonnée. L'esprit de l'indicateur, c'est la transparence et la sécurisation de la relation entre l'organisme et le bénéficiaire. Le bénéficiaire doit savoir dans quoi il s'engage, comment sa prestation va se dérouler, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, et à qui s'adresser s'il rencontre une difficulté. C'est un indicateur qui touche à la fois à l'information préalable, au cadre contractuel et au suivi en cours de prestation. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'organisme doit communiquer aux bénéficiaires? Il y a un socle d'informations obligatoires qui doivent être délivrées avant l'entrée en prestation, ou au tout début. D'abord, le programme détaillé et les objectifs. Le bénéficiaire doit savoir précisément ce qu'il va apprendre ou travailler. Ensuite, le calendrier. Les dates, les horaires, la durée totale, le rythme, les éventuelles coupures. Une formation qui dure 6 mois avec des intercessions, c'est très différent d'une formation intensive d'une semaine. Les modalités pratiques. Où se déroule la prestation? En présentiel? À distance? En entreprise? Si c'est à distance, quels outils sont utilisés? Si c'est en présentiel, quelle est l'adresse exacte? Comment on y accède? Quels sont les équipements disponibles? Les modalités d'évaluation. Comment le bénéficiaire sera évalué? À quel moment? Sous quelle forme? Est-ce qu'il y a un examen final? Un contrôle continu? Un dossier à rendre? Et enfin, les conditions matérielles. Le règlement intérieur, les consignes de sécurité, l'accès aux locaux, le matériel fourni ou à apporter. Tout cela doit être formalisé et communiqué. C'est le deuxième volet de l'indicateur. L'organisme doit informer chaque bénéficiaire de ses droits et de ses devoirs et les mettre en œuvre concrètement. Côté droit, le droit à l'information tout au long du parcours, le droit à un accompagnement, le droit de réclamation en cas de problème, le droit à la confidentialité des données personnelles, le droit à des aménagements en cas de handicap ou de difficultés particulières, le droit d'abandonner ou d'interrompre la prestation dans les conditions prévues. Côté devoir, l'assiduité, le respect du règlement intérieur, le respect des autres bénéficiaires et des intervenants, le respect des consignes de sécurité, la participation active aux activités proposées, et pour les formations certifiantes, la participation aux évaluations prévues. L'information sur les droits et devoirs doit être claire, accessible et adaptée au public. Si vous avez un public en difficulté avec le français écrit, il faut prévoir une information orale ou des supports simplifiés. Si vous avez un public en situation de handicap, l'information doit être accessible. Et surtout, cette information ne doit pas rester théorique. L'auditeur va vérifier que les droits sont effectivement respectés, que les réclamations sont traitées, que les aménagements sont réalisés, que les présences sont suivies. Qu'est-ce que l'auditeur va regarder concrètement? Plusieurs types de documents. D'abord, le livret d'accueil ou le règlement intérieur, qui doit contenir toutes les informations sur les conditions de déroulement, les droits et les devoirs. Ce document doit être remis au bénéficiaire et il faut pouvoir le prouver. Émargement, accusé de réception, envoi par mail avec preuve de lecture. Ensuite, la convention de formation ou le contrat pour les CFA, qui précise les engagements réciproques. La convention doit détailler l'objet, la durée, le prix, les modalités, les conditions de résiliation ou d'abandon. L'auditeur va aussi regarder les preuves de mise en œuvre effective. Les feuilles d'émargement qui montrent que le bénéficiaire a bien été présent aux dates prévues. Les supports de cours ou d'activités
qui montrent que le programme annoncé est bien suivi. Les évaluations réalisées qui correspondent à ce qui avait été annoncé. Il regardera également le processus de traitement des réclamations. Existe-t-il une procédure? Est-elle connue des bénéficiaires? Des réclamations ont-elles été traitées et comment? Enfin, pour l'apprentissage, l'auditeur vérifiera des éléments spécifiques comme la convention tripartite, le livret d'apprentissage, les visites en entreprise. Quelques exemples concrets. À chaque fois que vous envoyez un mail à un apprenant, mettez en copie cachée une boîte supplémentaire d'archivage avec tri automatique du courrier. Ainsi, vous aurez toutes vos preuves dans des dossiers classés. Concernant les émargements, nous vous déconseillons vivement les solutions ultra low cost où vous collez une image de signature dans un document PDF. Avec Logisign, votre émargement est horodaté et la feuille verrouillée, prouvant ainsi que l'émargement a bien été fait à la date indiquée. Avec Logisign, l'ensemble du processus de gestion des réclamations peut être centralisé et tracé. Lorsqu'un apprenant, un client ou une entreprise formule une réclamation, celle-ci est enregistrée dans Logisign. La demande est datée, identifiée et affectée à la personne en charge de son traitement. Cette traçabilité permet de démontrer que l'organisme a bien respecté son obligation de traitement des réclamations et qu'il est en mesure de produire des preuves en cas d'audit ou de contrôle. Grâce à l'historique conservé dans Logisign, il est également possible d'identifier les réclamations récurrentes, de mettre en place des actions d'amélioration continue et de renforcer la qualité des prestations de formation. Non-conformité mineure. L'information existe, mais elle est incomplète. Par exemple, les droits et devoirs sont évoqués, mais pas détaillés, ou le règlement intérieur existe, mais n'a pas été remis à tous les bénéficiaires, où les conditions de déroulement sont communiquées oralement, mais pas de manière formalisée. C'est corrigible, mais il faut compléter. Non-conformité majeure. L'absence totale d'informations sur les conditions de déroulement ou sur les droits et devoirs. L'absence de règlement intérieur ou de livret d'accueil. Un décalage flagrant entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé. Le programme prévoit 35 heures en présentiel et dans les faits, c'est du distanciel sans accompagnement. L'absence de traitement des réclamations. C'est bloquant parce qu'on touche à la sécurisation du parcours et à la transparence de la relation contractuelle. Les pièges à éviter sont nombreux. Premier piège. Un livret d'accueil qui est un copier-coller d'Internet ou d'un autre organisme, sans aucun lien avec la réalité de votre organisme. L'auditeur le repère immédiatement. Deuxième piège. Des informations trop générales qui ne décrivent pas les prestations réelles. Si vous faites du bilan de compétences, votre livret d'accueil doit parler de bilan de compétences, pas uniquement de formation. Troisième piège. Ne pas adapter l'information au public. Un public en insertion ou en situation d'illettrisme a besoin d'une information simplifiée, visuelle, expliquée oralement. Quatrième piège. Négliger la preuve de la remise. Dire « on leur a donné » ne suffit pas. Il faut un émargement, une trace. Et dernier piège, ne pas former vos équipes. Les formateurs, les accompagnateurs, les coordinateurs doivent connaître les droits et devoirs des bénéficiaires et savoir comment les mettre en œuvre au quotidien. Si un bénéficiaire fait une réclamation et que son formateur ne sait pas quoi en faire, c'est un problème.